Bien, aujourd'hui, on va revenir sur les propriétés de base de la géométrie de la fibre de Hitchin. Il s'agit des propriétés que j'ai énoncées sans preuve, sans commentaire, à la fin de la leçon sur la troisième leçon sur la fibre de Hitchin. Il y a deux propriétés de base. La première est que l'espace, le champ classifiant des fibres de X, le champ de Hitchin, est lisse sous des hypothèses convenables. La deuxième énoncé est que au-dessus des parties anisotropes, le morphisme de Hitchin est propre. En fait, ce qu'on va faire est de construire des ouverts des champs de Hitchin, qui sont propres sur la base de Hitchin et qui induit sur la partie anisotrope tout le champ de Hitchin. C'est une construction qui est due à Lomond, Chaudouard et Lomond, qui est instrumentale dans la démonstration du lemme fondamental pondéré. Bien, donc commencez par liciter la licité de MG. D'abord, on va comme la licité de fibre G. Je vais rappeler des propriétés de base sur la licité du champ classifiant des G torseurs sur une courbe. Donc G est un schéma en groupe sur X avec des hypothèses convenables. Bien, je vais expliquer comment ça se fait, comment le calcul de déformation se fait, juste pour donner une idée comment on va procéder dans le cas de champ de X, qui est un peu plus compliqué. Bien, et bien sûr, je ne vais pas, pour travailler sur pour démontrer la licité, on remarque que le champ de fibre G est localement défini. Donc il suffit de montrer que le relèvement est infinitésimal. Donc le relèvement infinitésimal, il s'agit de vérifier le relèvement des points au-dessus d'un anneau actinien vers un épaississement infinitésimal. On ne va pas le faire, on va expliquer seulement dans le cas des K-points et de relèvement au espace tangent et expliquer les obstructions à des tels relèvements. Parce que le passage du cas au cas général est quasiment peut se réduire par des procédures standards au cas des vecteurs tangents. Bien, donc on va prendre E, un G torseur, un G fibré. Donc G est un schéma en groupe lisse. Sur X, donc si E est un G fibré, alors le faisceau des endomorphismes infinitésimaux de E
Et par construction, le fibré et le fibré adjoint. Et le fibré adjoint de E, c'est le fibré vectoriel obtenu en poussant E par la représentation adjointe de G, donc obtenu de E, et de la représentation et de la représentation adjointe G dans Gn de l'I de G, qui est comme l'autre toujours avec un G gothique. Bien, donc l'espace des une fois que on a bien identifié le faisceau des endomorphismes locaux, infinitésimaux de l'objet pour calculer les déformations, donc l'espace des déformations des endomorphismes infinitésimaux de E serait donc le H0 de X hat de E. Donc, hat E, c'est le faisceau des endomorphismes locaux, infinitésimaux locaux, et quand on prend la section globale de ce faisceau, on obtient l'espace de tous les endomorphismes infinitésimaux. Les relèvements, donc l'espace de déformation d'ordre 1 sera le H1 de X hat de E. Et l'obstruction aux déformations, ce qu'on doit faire calcul lorsqu'on relève d'un nanoarctidien à un nanoarctidien plus grand. Donc là, il y a un calcul d'espace tangent à faire, et c'est le H2 c'est l'obstruction J dans le H2 de X hat E. Ou plus généralement, le X tensorisé avec un nanoarctidien qui ne change rien. Donc ici, le point est que cet espace est dimension 0, puisque X est dimension 1. Et hat E est un faisceau localement libre sur X. Donc il n'y a pas, pas d'obstruction au relèvement infinitésimaux. Et le tangent en E est en quelque sorte le H1 de X hat de E divisé par H0 de X hat de E qui agit trivialement. Et donc la dimension au fib G, dimension de ce tangent de E à fib G, et donc moins le caractéristique de les points carrés de X hat de E. Et en fait,
par exemple, si c'est quelque chose c'est un nombre qui est indépendant de E. En fait, lorsque si G est réductif, on sait que A de E, que l'algèbre de Lie de G et A de E sont des fibrés de degré 0, de sorte que ce nombre serait moins qui de x au x fois la dimension de A de G fois la dimension de G. Voilà, c'est le calcul habituel de théorie des formations des fibrés, de l'espace des fibrés, qu'on peut très facilement généraliser à tous les champs au cas d'un schéma en groupe lisse sur X. En général, pour un schéma en groupe lisse de fibre génétique réductive, l'algèbre de Lie et en général, si G est de fibre générique réductive, donc sorte de dégénération, alors qu'on a degré de G est égal à un degré de A de E est toujours non négatif. Il est égal à 0 seulement si toutes les fibres de G sont réductives. Bien, donc ça c'est le rappel sur la théorie des formations de G fibré. Maintenant, on va s'attaquer à l'icité de l'espace de module Mg, donc des champs de X, de G fibré de X, donc sous l'hypothèse, donc dans la construction, si vous vous rappelez, dans la construction même, la définition même du champ de X, on doit se donner un fibre en droite. Donc sous l'hypothèse que degré de L est grand, et en fait plus grand que degré du K. Ou l'égalité dans certains cas. Dans le cas où degré de L est degré de K, il y a des points qui ne sont pas lisses. Mais dans le cas de degré de L est strictement plus grand que degré de K, tout le champ Mg serait lisse, comme on verra. Bien, on procède de même. Il suffit en fait de calculer, il faut commencer par calculer le faisceau des endomorphismes locaux d'un champ de X. Donc le H0 sera l'anneau sera l'espace des endomorphismes locaux. Et donc le H1 sera l'espace des déformations d'ordre 1. Et donc le H2 sera l'obstruction au relèvement. Et pour démontrer la licité, il s'agit de montrer que le H2 soit nul. Donc soit E phi, un G fibré de X, donc on a phi est une section globale de A de E tensorisée avec L. Eh bien, vous voyez, l'espace des formations, enfin des endomorphismes locaux de E, ce sera G. Et l'espace des formations locales se calcule, c'est construit par les complexes. La théorie des formations. Le calcul des déformations
de E phi est contrôlé par le complexe on a donc le A de E s'envoie dans A de E tenseur L par phi par A de phi. Donc on envoie X dans X crochet phi. Et on va noter ce complexe. Comment on va noter ce complexe? Par ailleurs, c'est un calcul qui est dû à Biswas et Ramanan dans ses généralités. Donc, on appelle A de E phi ce complexe. Donc, ce terme de Ré0 et ce terme de Gré1. Et l'espace des endomorphismes locaux de E phi serait H0 de X de ce complexe qui est donc bien sûr le H0 par la suite spectrale. Ici, il y a les cohomologies commencent de Ré0. Et donc, en de Ré0, on a ceci, c'est égal au noyau de A de E, A de phi, dans A de E, tenseur L. Bien, l'espace de l'espace des formations d'ordre 1 est donc calculé par H1 de ce complexe qui est déjà plus compliqué parce que maintenant il y a c'est un complexe à deux termes. Donc, quand on regarde la suite spectrale, ce H1 aura une filtration dont le gradué sera le H1 du noyau ici et le H0 du conoyau ici. Et il y a peut-être des annulations. On ne sait pas si la suite spectrale dégénère, par exemple. Mais n'empêche, on a cette formule qui est essentiellement tautologique. Et ensuite, l'obstruction a déformé J dans le H2 du même complexe. Et donc, il s'agit de démontrer, sous les hypothèses raisonnables, que cet espace d'obstruction est nul. Donc,
proposition. On suppose toujours, on travaille toujours sur l'hypothèse que soit A l'image de ce fibre de Higgs dans la base de Hitchin. On suppose que A soit dans A cœur. Donc ça veut dire que A on voit X dans Cn et on voit le point générique dans l'ouvert régulier semi-simple. Donc il y a un ouvert non vide où le champ de X est régulier semi-simple. Alors, on a un at H2 de X at E phi est 0 si degré de n est plus grand que degré de l'uniforme du fibre canonique. Et on a aussi que on a le même SI de plus. On suppose que A soit dans la partie anisotrope. Alors on a l'annulation sous l'hypothèse plus faible que si degré de L est plus grand ou égal au degré de oméga 1 over x que 2g moins 2. Donc en général, on a l'annulation sur toute la partie générique de mon régulier semi-simple si le degré du fibre en droite L qu'on a fixé est plus grand que 2g moins 2, le degré du fibre canonique. Dans le cas d'égalité, on a encore la licité si on suppose, si on impose plus de conditions sur A, à savoir que A est anisotrope. En fait, on verra plus tard, enfin je ne verra pas, mais le point c'est que dans ce cas-là, il est encore lisse si M est un champ de X stable dans un certain sens. Mais ici, on n'a pas encore énoncé la stabilité, donc on se limite à l'ouvert anisotrope où il est de toute façon stable. Bien, donc démonstration, donc il s'agit d'estimer ceci. Donc comme d'habitude, chaque fois qu'il y a un présent d'un H2, donc le H2 ici, par la suite spectrale, c'est le H1 de X du conoyau de dans HE dans ce L. Et à chaque fois qu'il faut calculer un H1, donc ce coquer c'est le H1 de ce complexe. Et donc le H2 c'est le H1 de X du coquer. Et à chaque fois qu'il faut calculer un H1 sur une courbe, il est naturel de penser à la dualité de Serre pour se ramener à H0. Alors on remarque ici le coquer peut avoir une partie torsion. Mais c'est la fait rire, la partie torsion de toute façon ne contribue pas à la H1. Donc c'est la partie, c'est la même chose que la H1 de X de coquer divisé par torsion. Parce que la partie torsion de toute façon n'a pas de H1. Et donc on a on sait que le coquer de HE
dans E tens L est dual parce que E, ici on supposait réductif. Pour, j'ai semi-simple par exemple. Quand G est réductible ou semi-simple, on a une forme bilinéaire invariante sur la jette de l'IG. Donc ce qui fait déjà que le degré de G doit être 0. Et ce qui fait aussi que E est autodual en tant que fibré. Alors le coker et la partie torsion est la même chose que et on prend le dual, ce sera donc le noyau de E dans E tens L, dans N-1 dans E. Donc, et donc par dualité de serre, il suffit de démontrer que H0 de X dans ce noyau ici c'est la flèche est donnée par le crochet avec phi, tenseur avec oméga 1 et 0. Donc vous voyez le oméga 1 est assez positif et ça, donc il faut mettre un L encore plus positif pour faire quelque chose de degré négatif, de sorte qu'on aura probablement un fibré sans section. Alors maintenant, donc il s'agit de comprendre ceci. Donc on remarque on a l'action de PA sur MA. C'est la l'action principale qu'on va utiliser, même ici pour démontrer la réalité. Donc ce qui fait qu'on a en fait on a un endomorphisme, implique au niveau infinitésimal un morphisme de Lie. Donc ça c'est l'action infinitésimale, c'est l'ensemble de Lie de J de A dans le noyau de cette flèche. Et qui est un isomorphisme sur la fibre générique. Qui vient en fait de J de A vers un schéma en groupe I de E de phi, des faisceaux en groupe infinitésimal, et qui est un isomorphisme sur la fibre générique, de sorte que ceci, il contient ça, mais il doit être contenu dans le modèle Néron maximal, qui est JA,
qui est J1 bémol. Donc c'est sur une sorte de modèle de Néron qui reçoit tous les schémas en groupe lisse là-dedans. Et donc on a donc sur l'ingénieur de Lie, on a Lie de J1 sur Lie, donc ça c'est Lie de E phi. Donc Lie de I de E phi dans Lie de JA flat. Les JA bémol sont des endomorphismes OH linéaires qui est génétiquement un isomorphisme. Et donc c'est de cette flèche-là qu'on va utiliser. Parce qu'en quelque sorte, ce faisceau d'endomorphisme est contenu dans quelque chose qu'on peut calculer. D'accord? Donc ici, il suffit donc de montrer que donc il suffit donc on a un injectif dans le H0 s'injecte dans le H0, donc il suffit de démontrer que H0 de X se lie de at lie de JA flat, donc tordu par N-1 et tordu par K, donc K, on appelle K la fibre canonique, est 0. Mais on sait que, donc on a rapport à la situation de construction de ceci, on a X, la courbe X, on a le revêtement caméral X1, Xtin A, et puis on a le revêtement caméral normalisé qui donne lieu à ce JA flat, ce JA bémol. Donc ça c'est caméral. Donc ça c'est le caméra normalisé. Et tous ces revêtements sont munis d'axiomes de groupe W. Et on sait que ce lit de JA flat est, si on note ça Pi1, Pi1 et ceci Pi flat, alors par la description du centralisateur régulier, on sait que ceci est H0 de X de Pi1 flat étoile en bas de O X tilde à flat tensorisé avec le carton et on prend l'axiome sur le groupe de V, sur le groupe de Y et puis tordu par ce N-1 et K. Et bien sûr, on peut sortir le W si on veut, en supposant que le caractéristique de K ne divise pas l'autre groupe de Y. Et là, il y a une formule de projection qui fait que c'est la même chose que H0 de X tilde à flat de juste simplement de Pi à flat étoile en haut de N-1 tenseur K, tenseur T qu'on peut sortir aussi, et le tout inverse sur W. Voilà, on sait, maintenant c'est fini parce que ceci est nul. Si degré de L est plus grand que degré de K.
Donc ça n'a pas le tirer en arrière de ce produit sur la courbe caméra normalisée ne peut pas avoir de section pour simple raison que son degré est négatif. Et si degré de N eh bien on a la même chose, mais on sait que la courbe camérale est irréductible. Alors on a on aura donc ceci, ça va être égal à TW qui est à 0 dans le cas semi-simple. Voilà, donc cela termine, j'ai expliqué les grandes lignes du calcul de déformation des fibres de X. Vous voyez que ce n'est pas, c'est très proche du calcul usuel de l'espace de fibré, sauf qu'on doit tenir compte bien sûr du champ de X. Donc, le champ de X donne lieu à un complexe de fibres adjoints que donc reliés en deux termes, reliés par le crochet, par le champ de X. Et il s'agit bien de calculer la cohomologie de ce complexe et en particulier de démontrer que le H2 est nul pour garantir la licité, l'absence d'obstruction aux déformations infinitésimales. Alors pour démontrer que ce H2 est nul, on s'appuie de nouveau sur l'action de PA sur MA. Donc ce faisceau de nomomorphismes locaux, a priori inconnu, on ne peut pas calculer. Il dépend de phi. Mais on sait qu'il est contenu dans l'algèbre de Lie de J de A. Et la flèche est injective. Du moment que A est génétiquement semi-simple régulier. Et cette inclusion est un peu dans le mauvais sens parce qu'on veut border ce H0. Mais par la théorie des groupes, on sait que s'il y a une inclusion dans un sens, une inclusion dans l'autre. Il suffit de remplacer J1 par le J1 bémol qui provient de la caméra normalisée. Donc une fois ce principe est compris, on peut faire le calcul, on peut démontrer que l'annulation de l'espace d'obstruction sans difficulté en supposant que le degré de n est plus grand que le degré de oméga 1, ou s'il est égal, il faut une hypothèse de plus sur la monodromie. Le morphisme du champ de Hitchin n'est pas propre, parce que le champ de Hitchin n'est pas un champ de l'immeuble fort, donc il n'y a aucune chance qu'il soit propre. Il s'agit donc de construire des ouverts du champ de Hitchin qui seraient propres sur la base de Hitchin. Avant de le faire, donc la construction de ces sous-champs de champ de Hitchin est bien sûr inspirée de la notion de stabilité des fibrés qu'on va d'abord rappeler. Donc l'origine de la notion de stabilité et bien entendu revient au théorème célèbre de Narasimhan-Seshadri. Donc, le théorème dit la chose suivante, qu'on a une X, une courbe, X, maintenant une courbe projective lisse sur le coordonnée complexe. Donc, c'est une surface de Riemann compacte, si on veut. Et
on a le terme, on avait un fibré vectoriel de rang n sur x. Alors, le terme d'enracinement Shastri dit que V admet une connexion unitaire si et seulement si le fibré vecteur V est polystable. V est polystable. Alors, polystable, c'est la chose suivante. Si le fibre vecteur V est distable, si pour tout sous-fibré, L, donc pour tout sous-fibré L dans V, on a la pente. La pente est définie comme le ratio entre le degré et le rang. On a le degré de n divisé par degré par le rang de n est strictement plus petite que degré de V sur rang de V. Et les polystables, si le polystable, si c'est une somme directe de fibrés stables de même pente. En fait, ici V est de degré 0. En fait, degré de V égale à 0, c'est donc dans ce cas-ci, donc V est degré 0. Donc c'est la notion de stabilité ne requiert pas cette condition de degré. Donc la stabilité, si tout le sous-fibré de V a une pente strictement plus petite. Et s'il est polystable, s'il est somme directe de fibrés stables de même pente. Et dans le cas qui nous intéresse, qui est dans le terme Shastri, on s'intéresse au cas où degré de V égale à 0. Ça veut simplement dire que tous les sous-fibrés de V sont de pente négative, de degré négatif. Et ceci, en fait, se fait. En fait, je rappelle brièvement la preuve de ce beau théorème. La première partie, c'est que la connexion unitaire donne lieu à une structure hermitienne. Et tous les sous-fibrés héritent de la structure hermitienne positive, définie positive. Et il y a un calcul et la connexion, le degré se calcule par une intégrale de la courbure.
Et quand on écrit la courbure sur un sous-fibré, il est relativement clair que la courbure du sous-fibré est plus petite. Que ça implique que si degré de V est égal à 0, alors degré de n est négatif. Donc il y a un sens qui est relativement évident, qui est simplement calcul de la courbure. La structure hermitienne d'un fibré induit la structure hermitienne de tous les sous-fibrés. Et ce qui implique immédiatement, avec un calcul intégral, que la courbure du sous-fibré soit plus petite. Et donc, en particulier, si V est un fibré, est un fibré muni d'une connexion unitaire, alors il doit être stable. Dans l'autre sens est plus dur, mais ça repose vraiment sur le fait que l'espace des modules des fibrés stables ou mais polystables admet un espace de modules grossiers. Donc à la place du champ qui classifie tous les fibrés et qui en quelque sorte, dans tautologique, classifie toutes les familles de déformation de fibrés. Ici, il s'agit de construire une variété algébrique dont les points correspondent sur un ouvert au fibré stable et sur d'autres points correspondent au fibré polystable. Et c'est l'existence de cet espace de module grossier permet à Narasimhan et Seshadri d'aller dans le sens inverse. Ça veut dire de construire sur un fibré stable une connexion unitaire. Bien. Je ne vais pas en dire plus, mais je ne peux pas m'empêcher de faire un détour enfin, sur l'origine même du fibré de X. Et c'est Hitchin qui a remarqué que si les fibrés vectoriels sur X, donc sur une courbe complexe, une courbe propre et lisse sur le coordinate complexe, donc admet une connexion pas forcément unitaire si on peut faire V et phi s'il y a un champ de X, s'il existe un fibré de X stable, ça veut dire que V ou polystable, V est phi ou phi est un endomorphisme linéaire de V. Maintenant, c'est essentiel de devoir oméga ici. V dans le fibré canonique. Il est stable dans le sens, ici, la stabilité d'un champ de X est similaire mais un peu différent. C'est que pour tous les sous-fibrés, N dans V, qui est stable sous le champ de X, on a le degré de L divisé par le rang de L, soit plus petit que le degré de V divisé par le rang de V. Donc la généralisation naturelle du théorème de Narasimhan-Seshadri au cas de connexion
pas nécessairement unitaire, conduit directement à travailler avec des fibrés de X stables au lieu de fibrés. Et bien entendu, dans le cas unitaire, ça correspondrait à des champs de X nuls, phi égale à 0. Et pour d'autres, quand il y a un fibré de X stable, Hitchin a démontré, Hitchin et puis Simpson a démontré qu'on peut construire une connexion sur V. Alors donc, on va maintenant essayer de comprendre les objets comme le champ de fibré de X stable, défini comme un sous-champ ouvert de Mg et qui serait propre au-dessus de la base de Hitchin A de G. Donc ça, c'est une construction qui est due à, c'est une très belle construction qui est due à Chaudoir et Laumon que nous allons maintenant expliquer. Alors, en fait, la notion de stabilité ici, il y a un choix. Il faut introduire un nouveau paramètre réel, un si, et en fait, on va parler des fibrés de X, si stable, etc. Alors, pour expliquer ces notions, il faudrait expliquer un peu un peu de combinatoire de système de racines. Donc la définition des fibrés de X si stable repose sur une notion combinatoire qui s'appelle le polyèdre sur la notion du polyèdre complémentaire de Beren. En fait, Beren a introduit ces donc de polyèdres complémentaires précisément pour étudier la stabilité des fibrés. Mais il se trouve que sa construction s'adapte parfaitement, mais mieux, aux fibrés de X. Et maintenant, je vais expliquer ce que c'est un polyèdre complémentaire de Beren. Donc étant donné un système de racines, phi, donc phi est dans un espace vectorien V, on a V check, on a phi check, dans V check, les racines duales, on a, rappelons-nous, qu'on a toujours, quand c'est le système de racines, on a une bijection entre alpha et alpha check. On va aussi choisir ici, c'est commode de choisir une forme euclidienne sur V pour identifier V et V check et de sorte que alpha et alpha check soient collinéaires, soit sur la même demi-droite.
Et donc, pour chaque alpha, alpha check, on a la réflexion S alpha. Réflexion associée à alpha qui engendre le groupe de Weyl W. Donc, engendre un groupe fini dont l'action stabilise aussi bien phi et phi check. Et donc le système de racines est comme suit. Donc je vais faire des dessins usuels de cas Sn2, Sn3. Sn3 a 6 racines. Et vous voyez quand les réflexions laissent stable l'ensemble de 6 racines. Et on peut aussi on peut construire les murs qui sont les droites orthogonales aux racines. Donc ça c'est H alpha qui est le mur qui est orthogonal à la racine alpha. Donc on a V. Si on enlève la réunion des hyperplans H alpha définis par les racines alpha, serait donc une réunion de composantes connexes, que sont les chambres de Weyl, réunion disjointe des chambres de Weyl, CW. Donc si vous avez fixé un Borel, sous-groupe de Borel, qui vous fait le choix d'une de ces chambres de Weyl, donc ça correspond au choix d'un Borel B. Donc, et le groupe W agit simplement transitivement sur l'ensemble des composantes connexes du complémentaire de l'union des hyperplans que sont les chambres de Weyl. Alors notons aussi que chaque chambre de Weyl, donc quand B est un Borel choisi, donc comme tient le torque T, donc on a la chambre de Weyl correspondant CB va être de la forme est un cône strictement positif engendré par les poids fondamentaux. Donc,
Donc ce serait l'ensemble des sommes de AI, oméga I de 1 à R, où les AI sont des nombres réels strictement positifs, et oméga 1, oméga R sont des poids fondamentaux qui sont définis comme la base duale des coracines alpha 1 check, alpha R check, où alpha 1, alpha R sont des racines simples. Associées au choix du Borel B. Donc vous voyez ici, on a dans ce cas SN2, chaque chambre de Weil est engendré par deux arêtes en quelque sorte de vecteurs qui sont les poids fondamentaux et qui sont orthogonaux aux racines. Voilà. En fait, on a une décomposition pas seulement du complémentaire de V, mais on a une décomposition de V en une union de P de F P. Donc c'est des facettes. Donc les parties ouvertes sont des chambres de Weil. Quand on découpe en plus, ça fait des facettes où P parcourt l'ensemble de P de T, tous les paraboliques, les sous-paraboliques contenant le torque T fixé. Donc les paraboliques minimaux correspondent à des facettes maximales et le plus grand est le parabolique, plus petite que la facette. Donc il y a une inversion de l'ordre. L'ordre d'inclusion des paraboliques d'une part et l'adhérence topologique sur cet appartement de l'autre part. Bien, et on sait aussi que Fp pour chaque P dans P de T, Fp sera de la forme la somme des de AI oméga I oméga I I dans un ensemble J où oméga 1 oméga R sont des poids fondamentaux correspond à certains Borel et ce J est un sous-ensemble de 1 à 2R. Et les coefficients AI sont des nombres positifs réels. Voilà. Donc chaque facette est dans l'adhérent de certaines chambres et il est engendré par un sous-ensemble de vecteurs correspondant aux poids fondamentaux associés à cette chambre. C'est parfait. Donc, on a aussi une structure, chaque fois qu'on a un sous-groupe de Lévy, donc V ici, c'est V ici, c'est comme on appelle souvent le A de T.
Chaque fois, on a un sous-groupe de levier, P levier L. On a le lambda de n. Dual de n, c'est l'homomorphisme de n dans GM. Tous les caractères de n dans GM. Et on a lambda de n, ce serait le dual de ce groupe de caractères, lambda check n dans Z, et on va noter V de n, lambda n, tension vers R. Donc il est connu qu'on a lambda V, le V ici, en gros c'est le V de T, du temps maximal, et on a des couples canoniques de V de T en V de N, plus l'orthogonale V L. Voilà. Et sur V de L, donc la décomposition facette de V induit une décomposition en facette de VL. Donc on a VL et l'union de la facette associée à P pour tous les paraboliques P contenant L. Voilà. Et ici, dans cette décomposition, il y a des parties maximales de dimension égale à la dimension de V de n. Ça correspond à des paraboliques ayant n comme sous-groupe de Lévy. Des facettes plus petites correspondent à des paraboliques plus petits. En particulier 0 correspond toujours à G. Voilà. Et maintenant, je suis en mesure d'introduire une notion de un polyèdre de Beren et la donnée de et la donnée pour chaque B, un sous-groupe de Borel, dans l'ensemble B de T, les sous-groupes de Borel contenant T, un point qu'on va appeler CB dans V. Alors, ces points sont vérifiés des conditions suivantes, telles que la première chose, c'est que si B1 et B2 dans B de T, telles que ayant la même arête, donc W, un point fondamental, alors W est orthogonal à CB1 moins CB2 est 0.
C'est-à-dire que doit être orthogonal. Donc ici, quand je dois faire comme ça, donc CB1 et CB2, la droite reliant CB1 et B2 doit être orthogonale au point fondamental, à ce point fondamental. Donc, et en plus, en fait, ici, j'écris dans le mauvais sens, ça doit être B1 ici et c'est B2 ici, à cause de la deuxième condition, que si alpha, si B1 et B2 sont deux chambres adjacentes, donc qui séparées par le mur, par l'hyperplan H alpha, le mur H alpha défini par une racine alpha. Et si alpha restreint B1 est positif et alpha restreint B2 est négatif, alors c'est va dans le sens inverse. Ça veut dire que le oméga 1, alors alpha de CB1 moins CB2 doit être négatif. Donc, en d'autres termes, la droite, ça va aller dans le sens opposé de alpha. Bien. Voilà, c'est les deux conditions, mais en fait, c'est un peu compliqué à dire, mais en fait, à imaginer, mais il y a un corollaire de ces axiomes qui est très facile à retenir, c'est quand on prend quand on prend quand on prend donc pour chaque B, on a on a CB, mais on a aussi le cône obtus. Donc CB, c'est le cône aigu, c'est la chambre de veille. Mais le cône obtus, on note ça obtus B. Ce sera le cône engendré par alpha 1 check, alpha 1, alpha R des racines simples. Donc de forme 1 alpha 1 plus 1 R alpha R avec AI non négatif
alors, pour chaque point C, on peut prendre le cône. On va prendre le cône qu'on va noter Q de B sera CB moins OB. Donc on va prendre chaque point CB et on prend le cône obtus dans le sens opposé. Alors les conditions 1 et 2 impliquent la chose suivante, impliquent que l'union des QB pour tous les B dans l'ensemble de Borel, l'intersection de tout ceci est la même chose que l'enveloppe convexe des CB. Donc vous voyez les conditions sur les racines ici ou sur les racines ou sur les points fondamentaux, si on essentiellement équivalent, je ne suis pas sûr que c'est équivalent, au moins ça implique le fait qu'on va utiliser, c'est que l'enveloppe convexe de ces points, il y en a autant que l'ordre groupe de Weil, est la même chose que de prendre chaque point et prendre le cône obtus dans le sens opposé et faire l'intersection. Et c'est la même chose. Bien, on continue. Donc Beren a introduit cette notion du polyèdre complémentaire dans l'espace vecteur n réel qui contient le système de racines. Il est caractérisé par il est donné pour chaque sous-groupe de Borel B standard, comme dans le torque T fixé, un point dans l'espace et il y a des conditions d'orthogonalité et positivité qui fait que l'enveloppe convexe de ces points doit être égale à l'intersection des cônes obtus dans le sens négatif en partant de ces points. Bien, maintenant on va Lomont et Chaudoir on va introduire une variante Chaudoir-Lomont. On va introduire pour chaque levier, sous-groupe de levier n contenant T, une sorte de convexe, de n convexe. C'est un ensemble de la forme suivante. Donc, on a V, l'espace V est décomposé en V de n plus la somme directe de V orthogonale V n en O. Et pour chaque complexe, un n convexe est un ensemble de la forme F de l'enveloppe convexe de CB plus VL. Donc ça, c'est le polyèdre de Beren. Donc les n convexes de Chaudoir-Lomont s'obtiennent en prenant des polyèdres complémentaires de Beren et puis de saturer complètement dans la direction orthogonale à l'espace VL. Donc ce n'est plus du tout un ensemble compact comme le polyèdre de Beren, mais il a une partie linéaire.
la projection, donc il est donné, il est caractérisé, il est complètement déterminé par son image dans VL, qui est maintenant un convexe, un ensemble convexe et compact et caractérisé par les propriétés combinatoires que nous avons passé sous silence. C'est vraiment similaire aux propriétés de définition des polyèdres complémentaires de Beren, sauf qu'au lieu de travailler sur tout l'espace V, on doit travailler sur l'espace VL, qui correspond essentiellement au parabolique contenant un levis donné. Mais il est un peu plus commode aussi de penser que ces convexes de Sodou-Allomont sont simplement la projection orthogonale des convexes de Beren sur l'espace Vn souligné. Bien, voilà, c'est des objets combinatoires dont nous avons besoin pour définir les fibres X stables. Donc maintenant, notons que donc maintenant on va construire on a la construction des convexes de Sodou-Allomont associés à un point M dans l'espace de Hitchin, en fait plutôt M tilde dans l'espace de Hitchin rigidifié, M tilde X. Donc, ça doit un point X dans X et M tilde correspond donc à un triple E et phi et un Y, où E phi est un fibre de Hitchin, un couple de Hitchin ordinaire et satisfaisant, donc ils s'envoient sur un paramètre A dans A, et de sorte que A de X est dans le C, dans le parti régulier semi-simple, et Y est un point dans le parti régulier semi-simple du carton qui s'envoie sur A de X. Donc c'est un choix, c'est un revêtement est un revêtement fini étant galoisien du groupe de Galois W. Donc ce choix induit, comme on a vu dans les cours précédents, des rigidifications, surtout du groupe de composants connexes des champs de Picard. Et ici, de nouveau, il induit aussi la possibilité de fibres convexes. Bien, donc étant donné M tilde dans M tilde X, donc il s'envoie sur A tilde qui est A et Y dans A tilde X. Alors, il existe un unique
Alors, on a le groupe, on a le lambda qui est le groupe de cocaractères de T. S'envoie surjectivement sur le groupe des composantes connexes du champ de pK P de A à l'aide de cette rigidification. Ce lambda, donc ce morphisme est donné par le recoupement formel de Bovins-Laszlo. Donc, on change le fibré en X par le recouplement formel. Donc ça, on a donc un homomorphisme de groupe dans le groupe de composants connexes de P de A, et comme ça c'est surjectif. Et maintenant, si on va prendre le quotient libre, on va diviser P0 de P1 par sa partie de torsion. Donc la partie de torsion est intéressante du point de vue endoscopique, mais ici, on ne s'intéresse pas, au moins du moment, à l'endoscopie. Donc on va quotienter par la torsion, on obtient un groupe abélien libre. Et ceci donne lieu surjectif et ceci donne lieu à un tore S dans T. Un sous-tore de T, et donc on va prendre le N et le centralisateur dans G de S, qui est donc un sous-groupe de Lévy. Bien, avec ceci en tête, donc on a donc la chose suivante, ici j'ai un problème entre les deux L. Je ferais mieux appeler M le sous-groupe de Lévy ici, pour ne pas confondre avec le N qui est fibré en droite. Donc on a dans ce cas-là, on a le morphisme de C, de X, ça c'est le morphisme A, qui s'envoie dans CL, qui est le quotient invariant de Tn par le groupe de Weyl de G. Et on a un autre quotient qui on prend le CMN, qui est Tn divisé par le groupe de Weyl de M. Et cette hypothèse que le morphisme vers le partie composant connexe correspond dualement à un sous-tore de S, et M c'est le centralisateur de ce sous-tore. Cela fait qu'en fait on implique l'énergie d'une section. Donc A se relève en une section.
section de X dans CMN. Donc autrement dit, A est bien cette hypothèse implique que A est dans l'image de A de M vers A. Mais en fait, en plus, on a le fait que une fois qu'on introduit la rigidification en X, on sait que ce relèvement unique, on a un relèvement unique si on tient compte de la rigidification Y. Autrement dit, on a AM tilde X dans A tilde NX est une immersion fermée. Sans la rigidification, on a seulement un morphisme net, un morphisme non ramifié, mais avec la rigidification en X, on a une immersion fermée. Donc A vient un point bien défini à tilde, vient un point bien défini à tilde M dans ceci. Voilà. Ici, l'argument qui semble compliqué, mais c'est un exercice de théorie de Galois. C'est une théorie de Galois. Le fait que qu'on a ce quotient libre implique que le groupe de monodromie de la courbe camérale est inclus à conjugaison près dans le groupe de Weil de M. Et de sorte qu'on a un relèvement. Et sur la partie éthane, on a déjà un point de base qui nous permet de faire le choix d'un relèvement et c'est unique. Bien, étant donné ça, on a AM on a ça UA, l'ouvert régulier semi-simple, donc A moins A de C régulier semi-simple de N. Alors, cette construction implique que sur l'ouvert UA, E phi se réduit à M. Provient de EM phi M, donc EM phi M, un fibré de X, un M fibré de X, sur l'ouvert seulement. Maintenant, donc pour tout P dans le parabolique contenant M, on ne peut pas prolonger. On ne peut pas prolonger cette réduction, M réduction à tout l'espace, mais pour tout parabolique P, on a donc EP, phi P, un fibré de une réduction à parabolique de E phi sur UA. Et donc, comme G sur P est propre, cela nous donne, on a, notons ceci, UA,
nous donne un prolongement unique. On a une réduction parabolique, une paire réduction de E phi sur toute la courbe X. Donc ici, on utilise le fait que les relations paraboliques sur un ouvert se prolongent de façon unique et qu'il y a l'existence de l'unicité sur toute la courbe. Et ça, c'est simplement une reformulation du fait que G sur P est propre. Et une fois, on a, à chaque fois qu'on a, mais notons qu'en fait, ces réductions, ces prolongements à la courbe ne proviennent plus du tout du même M fibré de X. Mais il y a un défaut entre entre ces P fibrés. Et ce défaut est mesuré exactement par le convexe de Beren ou plus généralement le convexe de Chaudoir et Laumon. Donc pour chaque, quand on a EP, un P fibré sur X, donc on a pour chaque caractère lambda de P dans M dans Gm, on peut le pousser, donc on a le lambda étant en bas de E est une fibre en droite, donc degré de ceci est un entier Z. Du coup, le degré de EP est bien défini comme le duan de lambda M, est bien défini dans lambda M, qui est donc l'homomorphisme de lambda duan M dans Z. Donc lambda duan M, c'est le groupe de homomorphisme de M dans GM. Et donc, ceci est un point, donc le degré de EP est bien défini comme un point dans VM. Et il se trouve ici que l'application pour chaque P dans P de M sont envoyés sur degré de P dans VM définit bien un convexe de Chaudoir-Laumon, qui est donc l'enveloppe convexe des degrés de P, avec P dans PM, plus l'espace complémentaire, donc VM. Voilà. Et la définition de base, c'est que E phi est dit, donc on appelait ceci le convexe de E phi, est dit stable si il contient 0. Et on dit si stable, ou si est un point arbitraire fixé dans V, si est dans le convexe de E phi. Voilà, donc
intuitivement, ça a vraiment un sens, comme on a un convexe, et il est stable s'il est, en quelque sorte, il est centré en 0. Enfin, il n'est pas centré, mais il contient le 0. S'il est déporté à droite ou à gauche, il serait plus stable. Donc ça, c'est pour le 0, la stabilité ordinaire. Mais Chaudhary a eu l'idée d'introduire un paramètre NC et de remplacer 0 par xi, qui sera très convénient dans la suite. Mais discutons d'abord du cas 0. Et comprendre pourquoi ça correspond vraiment dans à la notion des fibres de X stables ordinaires. Donc, exemple. Soit V, un phi, un fibré vectoriel de rang 2 et supposons que la fibre générique de phi de V et supposons que phi f agissant sur Vf, et j'oubliais pour le fibre en droite ici, et diagonalisable. Et f diagonalisable. Alors, cela veut dire que Vf peut être écrit comme somme de deux sous-espaces fixes, donc V1f plus V2f, donc c'est des sous-espaces sur f de dimension 1, stable sous phi. Eh bien, si on prend V1f, cela donne par saturation un sous-fibre en droite V1 dans V, qui est V de rang 2 et V1 de rang 2, et de façon similaire, on a un fibre en droite V2 dans V, tel qu'on a le morphisme de V1 plus V2 dans V est un isomorphisme sur la fibre générique, donc il est injectif. Un morphisme injectif de OX module. Eh bien, en particulier, on a, supposons que le degré de V égale à 0. Alors, on a bien un degré de V1 plus degré de V2 et au plus 0. Alors maintenant, on va introduire deux. Ici, on a choisi un ordre, V1, V2. On va introduire deux entiers, C1, c'est le degré de V1, et C2 est le degré et le moins degré de V2. Et cette inégalité maintenant s'écrit sous la forme C1 est moins que moins C2. Et maintenant, la condition que 0, donc l'enveloppe convexe de VFI, et donc c'est l'intervalle, ça commence par C1 et ça termine par moins C2. Et 0 soit dans cet intervalle C1 moins C2, si seulement si C1
est plus petit que 0 et C2 soit plus petit que 0. Donc c'est exactement la condition de stabilité, soit dans cet étoile ouvert par exemple. Alors on aura linéarité stricte. Soit dans le fait que cet intervalle ouvert contient le point 0 est stable correspond à ce que le degré C1 et C2 des sous-fibrés en droite sont tous négatifs. Et c'est les seuls sous-fibrés qui sont stables par phi. Donc ces conditions de stabilité à la Bérène ou à Chaudhua-Lomond est strictement équivalent à la notion usuelle des fibrés de X stable. Et en quelque sorte, il est beaucoup plus variable. On a trouvé un convexe et le fibré est stable si 0 est dans l'intérieur de ce convexe. Okay. Donc c'est l'intérieur. Bien. Alors pourquoi introduire ci? L'introduction de ci, ici, c'est en fait, on peut introduire ci avec des coordonnées, disons, irrationnelles. De sorte qu'on a ci, donc ces convexes sont de sorte que ces sommets sont tous des points de coordonnées rationnelles. Donc on a ci et on a avec des ci génériques. Alors ci soit dans le convexe de E phi, ci soit à l'intérieur. De convexe de CV. Et avec cette astuce, en quelque sorte, on dit que donc, pour la ci-stabilité est équivalent à ci semi-stabilité. Bien. Voilà maintenant ce que démontre le Chaudhua et Lomond. Et que enfin, notons aussi que lorsque A est dans A anisotrope, donc pi0 de P est torsion, donc on a M égale à G, du coup VM en bas égale à 0, et VM en haut est tout l'espace, et V tout entier. Donc le convexe de E phi, c'est tout l'espace V. Donc la condition, dans ce cas-là, la condition de stabilité est automatique. Automatique, stabilité. Donc il n'y a pas, sur le partie anisotrope, il n'y a pas de problème de stabilité. Donc Chaudhua-Lomond démontre le terme suivant, c'est que sur le champ M tilde X, la fonction qui est associée à E phi, le convexe de E phi est semi-continu. Inférieurement. Donc plus on spécialise, plus le complexe devient plus petit. Et de sorte que l'ensemble de E phi dans M tilde tel que si soit dans le convexe de E phi est un sous-champ ouvert.
le convexe ou le convexe intérieur de E phi. La condition de si stabilité ou si semi-stabilité définit tous des sous-champs ouverts des champs de phi b de x. Donc ça c'est le premier point. Donc on a bien des sous-champs ouverts. Le deuxième point c'est que on a l'existence, on a la partie d'existence du critère valuatif pour la si semi-stabilité. Et le troisième est que on a la partie d'unicité du critère valuatif pour si stabilité. Donc c'est complètement parallèle, similaire au théorème de Langton pour la réduction des fibres stables et semi-stables. Mais ici, on peut faire fonctionner le théorème de Langton dans le cadre de champ de X, qui est bien sûr plus compliqué. Mais dans ce cas-là, aussi générique, on a donc que les deux sont équivalents. La si semi-stabilité et stabilité sont équivalents. Donc lorsque le corollaire est que lorsque si est générique, alors on a M si stable égale à M si semi-stable. Et les deux sont c'est un champ de Lindemann-Ford propre au-dessus de A tilde X. Voilà, donc c'est le théorème géométrique de base de Chaudhua-Lomont qui leur permet de démontrer les fondamentaux pondérés. Je ne vais pas élaborer plus là-dessus, mais je vais donc dire que ça implique que l'ouvert anisotrope et de Lindemann-Ford et il est propre sous le A anisotrope. Parce que dans la suite, je vais me restreindre au cas du fondamental. Je ne vais plus parler de l'effondrement pondéré. Mais je vais ajouter seulement un point ici, c'est que la stratégie de démontrer l'effondrement pondéré est très similaire ici au l'effondrement fondamental. Une fois qu'on a établi ce champ, on a bien élucidé la partie, le problème de stabilité et semi-stabilité au sein de la théorie d'invariance géométrique. Donc pour ainsi donner, on a ce beau champ de Lindemann-Ford où on peut appliquer le théorème de support dont je vais parler dans le prochain cours. Ensuite, il s'agit de compter les points dans une fibre, de ce morphisme si semi-stable vers A tilde X. Et là, le comptage est de nouveau très similaire au comptage des fibres de X dans la partie anisotrope que j'ai déjà fait, dont j'ai déjà parlé, sauf que ici, une fois qu'on a quotienté par d'abord le champ de Picard n'agit plus du tout sur ce champ anisotrope, parce que justement l'arc sur le champ de Picard va chahuter les degrés de P. Mais ça se calcule très facilement, c'est une translation. Mais donc on doit quotienter seulement par le sous-champ de Picard, dont le pi0
et la partie de torsion de pi0 de PA. Une fois quotienté, on n'obtient pas quelque chose de local. Il faut quotienter par tout le pi0 de PA pour obtenir quelque chose de local. De sorte que quand on fait le comptage, l'intégrale adélique qu'on obtient se met pas sous forme de produit, comme dans le cas anisotrope. Mais en fait, parce qu'il y a un terme qui précise, qui compte le nombre de points. Si on commence par un si quelconque, on translate par le groupe lambda m, on compte le nombre de fois qu'il rend compte de convexe. Ça, c'est un nombre fini, et c'est le comptage des points dans une fibre de Hitchin si semi-stable fait intervenir ces fonctions de poids. C'est vraiment la fonction de poids d'Arthur. En quoi on peut faire la connexion entre le comptage de points dans le fibre de Hitchin du sous-champ si semi-stable avec des intégrales orbitales avec poids qui sera ensuite transformé dans des intégrales orbitales pondérées. Mais c'est des travaux très longs et difficiles de Chaudhua-Lomond que malheureusement je n'ai pas le temps d'en dire plus. Donc aujourd'hui, je voulais même vous présenter la partie géométrique du travaux de Chaudhua-Lomond, car je pense que c'est très important. Et mais dans la suite, je vais me restreindre seulement dans la partie anisotrope, où ça implique en particulier que le morphisme de Hitchin est propre sur cette partie anisotrope, mais il n'y aura plus de problème de semi-stabilité. Ils sont tous équivalents.